avancer, aller jusqu'au bout. Donc, vu qu'on a peu de temps, je préfère qu'on se concentre là-dessus maintenant et on entrera un peu plus dans le détail des contenus et la maturation peut-être cet après-midi. Donc, ça, on l'a vu hier, ce schéma. Je vous parlais justement des deux façons d'identifier des technologies, soit parce qu'on en a dans les labos de recherche on fait du techno-push, soit parce qu'on va aller chercher le besoin industriel et là on fait du techno-push, du market pull. Donc là, on a parlé des déclarations d'invention, donc les fameuses déclarations que font les chercheurs pour officialiser qu'elles ont trouvé quelque chose et qui vont être valorisées. Donc la SAC les reçoit, et ici, vous voyez, vous avez sélection. Ici, c'est parce qu'elle passe devant le comité de propriété intellectuelle, ce qu'on appelle le CPI, qui est un comité qui se réunit donc, avec les différents représentants des actionnaires des universités. Donc, pour chaque université, un représentant a été nommé, et on se réunit tous les lundis autour des différentes déclarations d'invention qui sont arrivées entre-temps, pour pouvoir décider de la valeur au moment donné de cette déclaration d'invention. Mais plus que sa valeur, c'est sa fiabilité. Sa fiabilité, elle est obtenue au travers de trois grands axes: sa brevetabilité, son potentiel de brevetabilité, son potentiel de transfert sur le marché et son potentiel technique. D'accord ? Donc, tout ça, c'est étudié par les équipes, donc les équipes de Stéphane, la mienne et l'équipe juridique pays. Donc l'équipe de Stéphane, c'est sur la validité technique de la technologie. La mienne, c'est sur la vision marché. Et l'équipe pays juridique sur la brevetabilité de cette invention. Donc ils vont faire forcément pas une grosse étude et une étude approfondie parce que ça prendrait trop de temps et ça demanderait trop d'argent. Et puis là, on est vraiment très amont, donc on n'a pas les éléments suffisants qui nous permettraient de mettre en place une étude complète, mais on fait une petite étude qui nous permet déjà de sentir si effectivement il y a cette techno, elle répondra suffisamment bien aux trois critères pour pouvoir aller plus loin et pour qu'on puisse commencer à investir. Donc sur la vision marché par exemple, moi je demande à mes équipes de vérifier si déjà au travers des études macro, cette technologie rentre dans les tendances des besoins industriels, de cibler quelques industriels qui pourraient être intéressés par la technologie pour voir si en fait il n'y en a qu'un ou s'il y en a 10. Forcément, les chances de transfert elles sont différentes. Oui, donc principalement c'est sur les études macro et sur l'identification d'industriels qui existeraient et aussi d'avoir une valeur de la part de marché que ça représente au niveau mondial et français. Donc quel est le volume en millions d'euros du marché pour voir quel type de marché on adresse, si c'est un tout petit marché ou si c'est un gros marché. Voilà. Donc ça, c'est les trois grandes analyses qu'ils font par rapport au marché. Par rapport à la techno, là c'est très technique et autant que Stéphane, moi j'ai pas une formation technique, donc c'est pas du tout ma partie comme ça. On fait confiance aux équipes de Stéphane, qui eux sont experts dans leur domaine. Et sur l'API, là c'est vraiment les ingénieurs brevets qui vont voir, qui vont faire une étude très macro aussi de ce qui existe dans le domaine. Est-ce qu'il y a déjà des brevets qui sont déposés ou pas? Est-ce qu'au travers de la première rédaction de la technologie et son explication, est-ce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que ça répond à un besoin? Voilà, tout ce qu'on se disait sur le brevet. Est-ce qu'il y a un caractère inventif, un caractère nouveau, etc. Voilà. Donc ça, c'est au comité de propriété intellectuelle. Les équipes projet nous présentent chacun des projets, répondent à nos questions, et en fonction, on décide s'il est intéressant d'aller plus loin ou pas, et donc de commencer à investir dans la protection de la technologie. Mais lors de ce comité de propriété intellectuelle, passent aussi des projets qui sont déjà passés et qui ont déjà obtenu un go, mais qui entrent en phase nationale, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, qui arrivent à échéance, à des échéances particulières par rapport à la protection et au brevet, pour vérifier si on continue d'investir, si on arrête, si on rajoute d'autres pays par rapport à l'évolution du projet. Des fois, ça peut être intéressant de rajouter les États-Unis si on ne les avait pas mis dès le début. Et là, ça va aussi passer lors de ce comité pour que la décision soit prise et qu'on puisse ensuite
sélectionnés, donc là, eh bien, ils vont rentrer dans une phase, donc on va protéger, et après ils vont rentrer dans la phase de maturation. Mais pour pouvoir avoir un budget décidé, investi en maturation, il faut qu'ils passent devant le comité d'investissement. Donc ils sont passés en CDI, ensuite l'équipe projet affine le projet de maturation, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place dans ce projet de maturation, quel investissement ça nécessite, combien d'ingénieurs il va falloir recruter, quelle matière première il va falloir acheter. Tout ça, ça se décide, ils essayent de le visualiser, de le détailler, et ensuite c'est ce projet-là, ce budget prévisionnel qu'ils vont présenter au comité d'investissement. Mais avant ce comité d'investissement, nous, comme vous le disiez hier, on souhaite, nous les directeurs, relire chacun des projets pour vérifier que quand ils seront présentés, ils auront répondu, anticiper toutes les questions et qu'il n'y aura aucun point un peu difficile à cerner qui sera présenté. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens tout soit anticipé parce que les membres du comité d'investissement, ce sont des membres extérieurs. Ce sont des industriels qui viennent pour donner leur avis. Donc, eux, ils ne donnent qu'un avis. Après, charge à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais normalement, on doit le suivre. C'est la seule personne qui a le droit d'aller à l'encontre de l'avis du comité d'investissement, c'est notre président. Mais c'est pour ces industriels-là, vous leur faites signer des contrats de confidentialité. Oui, bien sûr. Et vous payez aussi des honoraires? Non, ils viennent à titre gratuit. Oui. Donc voilà, on leur présente les projets, mais nous, pour être sûr que ces projets passent devant un comité d'investissement et que le budget soit voté, on préfère que tous les projets nous soient présentés en amont et on fait, nous, un peu le rôle avec Stéphane, on challenge les projets, on fait un peu le rôle des membres du comité d'investissement pour aller titiller un peu nos équipes, à dire attention, est-ce que tu as anticipé ça? Est-ce que là, il y a suffisamment, par exemple sur la partie marché, je leur demande est-ce que vous avez interviewé tous les industriels? Est-ce que vous êtes sûr que si vous arrivez à tel résultat, l'industriel dira ok, je passerai commande si vous arrivez à tel résultat? Moi, ce que je veux, c'est être sûr qu'on ait levé tous les risques possibles pour assurer au maximum le projet. Voilà. Parce que notre intérêt, c'est que l'investissement se transforme en succès parce qu'on aura un retour sur investissement. Ce n'est pas d'investir que pour investir. Il faut qu'on dérisque au maximum. Donc, ils passent en pré-CI, en pré-comité d'investissement. Nous, on leur dit ok, c'est bon, là, effectivement, vous avez tout anticipé, vous pouvez passer en comité d'investissement ou non. Et s'ils passent en comité d'investissement, donc là, ils présentent avec l'équipe de recherche, souvent le chercheur est là aussi, pour présenter les techno. Et les questions sont posées à la fin de la présentation par les membres du comité d'investissement. Et ensuite, c'est le comité d'investissement qui décide s'il y a un avis favorable ou un avis défavorable. Il peut aussi dire avis favorable mais réserve. Il faudrait que vous reveniez au prochain CI et que vous nous montriez que vous avez répondu à tel point parce que là, ça ne nous semble pas assez travaillé. Peut-être qu'il faudrait trouver d'autres industriels pour vérifier que le besoin marché est là. Et là, à ce moment-là, ils doivent repasser en comité d'investissement en prouvant qu'ils ont fait les recherches nécessaires pour répondre aux réserves des membres du comité. Voilà. Donc, une fois que le budget est validé, on a le go, nous, pour continuer notre investissement, mais là, sur le projet de maturation, pas que sur la partie protection du brevet. Là, la partie protection du brevet, ça y est, on a déjà investi. C'est déjà en route. En parallèle, maintenant, on va lancer le projet de maturation, et là, c'est dans ce que je vous disais, recrutement d'ingénieurs si c'est nécessaire, achat de matières premières, etc. Et ça se passe dans le laboratoire. D'accord? Donc l'ingénieur, s'il est recruté pour le projet de maturation, il devient salarié de la SAT, de notre boîte. Par contre, il travaille dans le laboratoire avec le chercheur. Voilà. Mais il devient salarié de la SAT. Donc l'industriel, si on a trouvé un industriel qui fait une co-maturation, ne paie rien. C'est la SAT qui investit tout au démarrage. Il ne prend aucun risque financier. Donc, voilà, le programme de maturation pour commencer. Donc ça, on va l'évoquer cet après-midi. Et dans le cadre, alors, il y a une particularité. Quand il y a des programmes de maturation qui dépassent 120 000 €, on pense qu'il y a une enveloppe, un budget qui va être nécessaire pour atteindre les objectifs de la maturation, qui est supérieur à 120 000 €. Comme c'est une somme importante, on doit passer devant le conseil d'administration. Donc la présentation qui a été faite au comité d'investissement, elle doit être reproduite au conseil d'administration. Et le conseil d'administration valide ou pas la décision du comité d'investissement.
a leurs représentants, c'est les actionnaires, voilà, donc les présidents de l'université, etc. Voilà. Là, c'est pas des opérationnels, ce sont vraiment des décideurs. Voilà. Et donc, charge à eux de dire, voilà, ok, ou non, on va aller plus loin, ou stop, même si c'est passé en comité d'investissement, s'ils décident que c'est pas assez dérisqué, on n'ira pas. Et deuxième particularité, pourquoi on passe à conseil d'administration, c'est parce qu'il y a un projet de start-up. Tous les projets de start-up passent devant le conseil d'administration, même si c'est inférieur à 120 000 euros. Parce que là, la voie de valorisation de start-up, c'est ce que je disais hier Stéphane, par définition, c'est la voie la plus risquée. Pourquoi c'est la voie la plus risquée? Parce qu'il n'y a pas d'industriel qui a déjà un fonds de roulement, une trésorerie, des années d'activité derrière lui pour pouvoir dire que financièrement, il pourra payer l'accès à la technologie. Là, on n'a pas tout ça, on n'a pas les portefeuilles clients, on n'a pas les fournisseurs. Enfin, c'est une entreprise qui va se créer de toutes pièces. Donc, forcément, c'est la voie la plus risquée. Donc, quand c'est la voie la plus risquée, c'est le conseil d'administration qui doit prendre la décision. Quel moment on décide que cette invention soit vers une création de start-up ou c'est vers une industrie? Alors, c'est l'inventeur ou c'est la... Alors, ça peut se décider très tôt. Ça peut se décider dès le comité de pilotage d'échelle. Qui va décider en fonction? Alors, soit c'est effectivement le chercheur qui a envie de créer une boîte, et ça, il le dit, soit, mais ça c'est le cas le plus général. Souvent, le plus souvent c'est ça. Soit c'est parce que dans certains domaines d'activité, la start-up, ça va être la meilleure voie. Par exemple, dans l'informatique avec le logiciel, souvent la start-up, c'est une voie de valorisation prédestinée parce qu'il n'y a pas de besoin d'investissement énorme pour fabriquer le produit. C'est surtout de la ressource humaine. Donc les investissements sont quand même importants. On ne risque pas d'alourdir la start-up dès le début. Elle aura la possibilité et la capacité financière de développer ça. Et puis en plus, voilà, le logiciel, c'est dans un secteur d'activité, un domaine particulier, dans un environnement particulier, un écosystème particulier qui est propice à la création de start-up et avec toute une stratégie marketing derrière, etc. Si on doit mettre en place un IRM, là, la voie de valorisation start-up, c'est la mauvaise. Parce que ça coûte tellement cher de mettre en place un IRM que la start-up n'aura jamais les fonds pour pouvoir le mettre en place. Voilà. Donc, c'est aussi par rapport à la santé. La start-up dans un domaine, dans la santé, souvent, c'est pas la meilleure voie de valo parce qu'il y a des essais cliniques à mettre en place. Ça peut mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, une start-up, elle ne peut pas tenir une société si elle ne génère pas de revenus pendant 5 ans, c'est pas possible. Donc c'est trop risqué et ça prend trop de temps pour mettre en place. Donc la santé, ce sera plutôt tout ce qui concerne la e-santé. Voilà, d'aller chercher le capteur, d'aller chercher le truc qui va permettre d'aider le médecin à faire son diagnostic parce qu'il y aura une montre connectée qui lui permettra de relever toutes les indications quand tu auras besoin. Ça, c'est plus petit, c'est sous-dimensionné par rapport à la mise en place d'un médicament. Je comprends que même si l'inventeur propose la création d'une start-up, oui. Vous pouvez lui recommander quelque chose d'autre. Oui. Alors après, dans les faits, c'est souvent difficile de dire à un chercheur qui veut créer une boîte de ne pas le faire. C'est très compliqué. Mais on peut le faire pour plusieurs raisons. Soit parce que la valorisation, c'est pas la bonne, parce qu'il vaut mieux aller vers l'industriel, soit parce que le chercheur lui-même n'a pas les compétences pour être dirigeant. Parce qu'on est chercheur, on n'est pas forcément créateur, entrepreneur. C'est deux métiers qui sont complètement différents. Alors, il y en a qui ont la double compétence, qui ont une appétence à l'entrepreneuriat et qui ont cette capacité-là. Nous, on en a, et ça marche. Donc, quand on est rentre au capital, là, forcément, par rapport à cette partie-là, on est obligé d'avoir la d'administration parce qu'on investit de l'argent dans une société et on devient associé d'une société qui se crée. Et donc, si la salle devient associée, ses actionnaires le deviennent aussi. Donc, on a besoin d'avoir la propre des actionnaires. Voilà. C'est vrai que les trois grands organes de décision, les trois grands organes de décision, c'est le comité à la propriété intellectuelle, le comité d'investissement et le conseil d'administration. Là, on a des go-no-go décisionnels, pas en termes de projet, en décision. Vous avez déjà répondu à une partie. Donc, si l'inventeur se dirige vers la création d'une start-up, la SAP va être actionnaire. Oui. C'est de là qu'elle va
tirer Une partie des dérives. Si l'invention va vers l'industrie, Oui. la SAT elle intervient pour gagner de l'argent. Alors, ça, on va en parler plus précisément cet après-midi. Je vais déjà vous donner une réponse générale. Ouais. Quand on va faire en fait, il y a deux cas de figure. Soit on identifie très tôt, dès le comité, le CPI, le conseil de... C'est conseil ou c'est une comité de la propriété intellectuelle, ici. Soit il y a déjà un industriel qui est identifié. Des fois, c'est par le chercheur lui-même. Il arrive, il a déjà l'industriel. Soit c'est par l'équipe, soit c'est le comité d'investissement. Donc après, quand l'industriel est déjà identifié, c'est-à-dire qu'il accepte de se mettre dans un process de co-maturation. C'est-à-dire que il a un besoin identifié et nous, la SAT, on va mettre en place le programme de maturation pour répondre à son besoin à lui. Donc là, l'équipe projet de la SAT travaille avec l'équipe R&D de l'industriel. Et ils forment eux-mêmes une équipe complète. Donc là, on travaille vraiment pour un industriel. Donc la SAT, là, elle va investir, pareil, elle recrute des ingénieurs si c'est nécessaire, elle achète des matières premières, tout pareil, sauf que c'est pour répondre à un besoin identifié. Et on sait qu'à la fin, on a déjà le futur client qui a signé un contrat de sous-licence. Et si la maturation... Signé avec vous, avec l'industrie? Avec nous. Avec vous? L'industriel, il a signé avec nous. Non, c'est l'industriel. C'est l'industriel. Le client. Le client, c'est l'industriel. Il a signé avec nous un contrat de sous-licence pour avoir le droit d'exploiter la technologie. Il a signé avec nous. Si la maturation, ça fonctionne, qu'elle répond au cahier des charges, il lève l'option. Et à ce moment-là, il a la licence d'exploitation. Il peut vraiment exploiter, mais il doit attendre la fin de la maturation. Oui. Juste là, c'est l'industriel qui propose le problème. Oui. Donc, enfin, il ne propose pas de problème. Nous, on a trouvé un industriel qui serait intéressé par cette technologie. Mais qui est intéressé par rapport à son domaine d'activité. Donc des fois, il va peut-être falloir adapter la technologie à son domaine d'activité. Et c'est ça le programme de maturation. Et c'est-à-dire que vous lancez pas un appel vis-à-vis des laboratoires. Mais c'est le laboratoire qui a déclaré l'invention, qui a fait la déclaration d'invention, qui va travailler avec l'industriel pour faire maturer ce projet pour qu'il arrive jusqu'au prototype qui répond à son besoin. Donc vous faites que la coordination. On fait la coordination, mais on prend le risque financier, on paye aussi. On paye tout. On fait l'accompagnement et on paye tout. Le salarié, on le recrute nous, on accompagne le salarié, on cherche le salarié, on recrute, on va aller prospecter pour voir quelle personne pourrait répondre aux besoins. Enfin, c'est tout un gros travail. Et puis le plus gros risque, c'est le risque financier. Parce que là, l'industriel, pour l'instant, il ne paye rien. Et si jamais, donc, juste pour finir le process, si jamais la maturation est un succès, l'option de licence est levée, et là, l'industriel paye un droit d'accès à la technologie. Enfin, il paye quelque chose. Nous, on aura pris le risque. Mais si jamais la maturation est un échec, il ne paie rien. Il n'aura pris aucun risque. Donc, nous, on se fait payer un droit d'accès à la technologie, ce qu'on appelle l'upfront, et ensuite, on est rémunéré sur les royalties, et ou les redevances de vente. C'est-à-dire que lui, quand il va vendre le produit final qu'on a mis en place grâce à la technologie du laboratoire, mais nous, on va dire, on prend 10% des revenus de vos ventes. Et l'inventeur? L'inventeur, lui, il est rémunéré sur la propriété intellectuelle. Il a un contrat avec vous? Oui, bien sûr. Avec la SAT, il n'a pas de contrat avec l'industriel? Non. Non. Donc, nous, ce qu'on récupère, on reverse une partie au laboratoire de recherche qui reverse une partie à l'inventeur. Voilà. Nous, on est en contrat avec l'université et donc le laboratoire. Ils sont intermédiaires. C'est ça. La maturation du projet ne se fait pas chez l'industriel qui a accepté Non, c'est au sein du laboratoire. Lui, c'est les besoins, il définit les besoins. Parce que la propriété intellectuelle appartient au laboratoire. Ce qui serait utile peut-être de vous montrer, parce qu'on parle beaucoup de technologie, mais on ne vous a pas montré nos technologies encore. Moi, je suis resté désireux de vous montrer nos teasers vidéo pour vous montrer nos technologies. Le seul hic, c'est que j'ai besoin d'une connexion Internet. Est-ce que vous avez une connexion Internet? On peut le partager à partir. Allez, c'est C'est pas, mais c'est. Il y a une quelqu'un qui fait. Oui. Oui, je vais le mettre sans fil. C'est bon, j'ai partagé. Vous vous êtes identifié si. Le. Ah, je ne l'ai pas. Ça n'apparaît pas. Fait actualiser. Ça va apparaître.
J'ai vu la forme, c'est vrai. Mais c'est une fausse analyse. Ah oui. C'est malade. C'est un teaser en fait. C'est pas qu'on avait des teasers que papier, qui ressemblaient à des posters scientifiques. On avait essayé de vulgariser au maximum en mettant des tableaux qui pouvaient prouver que par rapport à l'existant, notre technologie a rapporté plus de choses. Mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, bon, ce teaser papier c'était bien, mais on voulait être un peu innovant aussi dans notre façon de vendre. Donc ça, c'est mon département aussi qui le fait, puisque je m'occupe aussi de la communication. Donc c'est mon département aussi qui met en place ces vidéos pour que ce soit, pour qu'en fait la science soit accessible à tous et soit comprise de tous. Et en fait ça vient un peu faire un teaser, donc teaser l'intérêt de la personne, du public, et c'est plus facile après pour nous de... Mais là, vous ciblez des entreprises. Oui. Ils investissent. Là, ils sont visibles, quoi. Tout à fait. De quoi? Parce que YouTube, ils sont visibles. Tout à fait, c'est sûr. Là, je suis sur YouTube, c'est pour ça que j'avais besoin de Et évidemment, on fait attention de ne rien divulguer. Voilà, ça, c'est la France, c'est ça, on va faire les professionnels. Voilà. Est-ce qu'ils sont visibles ou bien c'est avec qu'il faut s'inscrire avec un compte? Mais n'empêche, ce genre de trucs ont été déjà protégés. Oui, voilà. À ce stade-là, tout a été protégé, on a maturé. Rien, on ne communique sur rien tant que c'est pas protégé. Là, on est au stade de la commercialisation. On prend quand même. Là, c'est juste des anciens. Voilà. C'est ça, exactement. Et Je vais vous en montrer une autre, vous comment savez. on fait pour diffuser la vidéo auprès des... Alors, on met en place une newsletter auprès d'industriels qu'on a ciblés et tous les mois, ils reçoivent une newsletter avec une nouvelle technologie disponible. Ça. Ensuite, on a notre site internet. On a créé une chaîne YouTube sur laquelle on met toutes nos vidéos. On participe aux événements. On diffuse nos vidéos sur notre stand. Et puis après, quand on fait la prospection directe auprès d'industriels, on peut leur envoyer ce type de support pour pouvoir les... Et en plus de la qualité du message qui est envoyé, c'est aussi une crédibilité qu'on s'apporte. Et un professionnalisme, c'est-à-dire que quand un industriel reçoit une vidéo comme ça sur une technologie, elle se dit ok, en face, j'ai pas une petite entreprise qui travaille encore avec des fiches Bristol, j'ai une entreprise qui a les moyens d'investir, donc ça donne un peu de gage de sérieux voilà, vis-à-vis de l'industriel. Donc nous, ça facilite aussi notre prospection derrière, parce que s'ils voient qu'on a mis en place et qu'on a des moyens et des outils pareils, bon, ils ont plus envie de travailler avec nous, forcément, qu'une entreprise qui n'a pas tout ça. Donc voilà, c'est aussi un moyen, c'est une stratégie de communication qui est plus globale, c'est aussi un moyen de nous donner de la notoriété et un certain professionnalisme. Je vous en propose une autre, de voir. Après, c'est pourquoi poser des informations Face au changement climatique, la protection des zones littorales sensibles est un vrai défi d'avenir. Les digues sont quotidiennement fragilisées par l'érosion et soumises à des tempêtes de plus en plus fortes et fréquentes. Elles peuvent se rompre ou être submergées, entraînant l'inondation de zones habitées
Donc maintenant, si quelqu'un décide de monter des pieux comme ça, problème, vous pouvez la mettre en justice. Alors attention, Après, il y a la techno, c'est pas que des pieux plantés. Il y a une certaine façon. il y a Nous avons toute une démarche scientifique. Allez, on a le temps. Parce que là, c'est bien, on fait aussi différents types de vidéos où on a de l'humain qui s'adresse à la personne, où on a de l'animation 3D. Les Français consomment en moyenne 60 litres d'eau chaude sanitaire par jour et par personne. Cela devient le premier poste de budget énergétique d'un foyer après le chauffage. Cette consommation d'électricité pour chauffer l'eau sanitaire représente l'équivalent énergétique de 5 centrales nucléaires à l'échelle de la France. À l'heure de la transition énergétique, il est temps de passer au pilotage intelligent des énergies et d'accompagner le déploiement des énergies renouvelables. Les éoliennes et panneaux solaires ne produisant pas d'énergie en continu, l'enjeu est de connaître en temps réel les besoins en énergie et de savoir quelle quantité en produire. La gestion du réseau électrique repose sur des estimations de consommation qui ne permettent ni d'économiser l'énergie, ni de connaître les besoins énergétiques. Si seulement on pouvait connaître en temps réel la quantité d'eau chaude restant dans un ballon et piloter en conséquence le réseau électrique. Aujourd'hui, avec Climate Manager, c'est possible. Ce dispositif unique de capteurs issu des laboratoires de recherche de l'Université d'Aix-Marseille, du CNRS et de Polytech Marseille est tout simplement révolutionnaire. Cette innovation est plus efficace et plus simple à fabriquer qu'un thermocouple classique. Son coût de fabrication et d'installation est 10 fois moins. Elle permet à l'utilisateur de connaître en temps réel la quantité d'eau chaude disponible dans son ballon et d'en gérer intelligemment la production, quelle que soit la source d'énergie. Climate Manager favorise aussi l'autoconsommation des foyers souhaitant installer un dispositif énergétique autonome. Climate Manager va révolutionner le pilotage des 11 millions de chevaux résidentiels avec Cumulus en France. L'opérateur pourra évaluer le besoin en énergie, adapter la production à l'échelle d'un quartier, d'une région ou d'un pays et maîtriser des smart grids. Nous vous proposons d'acquérir la technologie innovante brevetée Climate Manager pour disposer d'un avantage concurrentiel sur les marchés de l'eau chaude sanitaire. Encore une question, si vous permettez. Lors des 2 dernières vidéos, nous avons vu qu'il y a quand même une coopération entre 3 universités. Oui. Dès le départ, ils sont venus à 3. En fait, vous avez associé. La complexité de la recherche française, c'est que souvent, un laboratoire a plusieurs tutelles. Donc, il est Aix-Marseille Université, CNRS. Et voilà. Donc, ça, c'est. Mais c'est la France. Non, mais en fait, c'est un seul laboratoire. Un laboratoire qui a plusieurs tutelles. Mais nous, on cite les 3 parce que les 3 sont les co-tutelles du laboratoire seront tous sur le brevet. Un dernier élément, face à la pause déjeuner, puisqu'on vous présente des vidéos. On évoquait hier notre capacité à les détecter dans les laboratoires. Soit nous allons à la rencontre des chercheurs pour les sensibiliser à la valorisation, soit c'est eux qui viennent vers nous parce qu'ils y sont déjà sensibles, parce que leur université de rattachement les attire. Tout c'est vrai. Mais on a également, je vais laisser la parole à Anna, on a organisé plusieurs sessions un peu sur le thème du jeu de concours avec des chercheurs pour les sensibiliser et pour identifier les technos. On appelle ça la Innovation Easy. Oui, en fait, donc ça fait partie des opérations de sensibilisation qui sont organisées par mon département, donc soit dans les laboratoires, soit dans les industriels, mais aussi on met en place des événements qui sont nos événements forts. Et donc on a imaginé cet événement où en fait on fait pitcher des chercheurs pendant 3 minutes. Et la grosse difficulté, c'est de ne jamais divulguer. Donc ils doivent juste parler du résultat, mais sans dire le comment. Et donc ils doivent faire rêver le public sur ce qu'ils arriveront à faire demain grâce à la technologie. Et dans le public, il y a des industriels, des investisseurs, et après j'aimerais aussi faire entrer le citoyen, parce que si le citoyen est au courant, le citoyen est aussi un salarié d'une entreprise, donc il pourrait être intéressant. Voilà. Et donc là, le but en fait, c'est de présenter la recherche publique sous un angle un peu différent, un peu plus ludique, et de sortir des posters scientifiques classiques. Et en fait, on a voulu faire un schéma un peu à la The Voice, je ne sais pas si vous l'avez en Algérie ou comment ça s'appelle. Donc là, il y a les membres du jury qui ont des buzzers et qui doivent buzzer et dire s'ils n'aiment pas, on fait voter le public, les gens qui sont en assistance. Et ensuite, eux, les gagnants
ont 20 000 € de budget qui seront investis, quoi qu'il arrive, dans leur projet pour commencer à le développer. Et ensuite, on a aussi un petit volet start-up, où ça, là, c'est les projets de start-up qui pitchent devant les investisseurs, et là, ils peuvent être mis en relation avec les investisseurs directement, etc. Voilà, ça, c'est un exemple de Donc, on va vous montrer en fait une teaser, la publicité que nous avons faite à l'issue du deuxième événement que nous avons organisé l'année dernière. Et là, le troisième événement va avoir lieu à l'automne. Je vous montre ça. Et après, voilà. Ouais, donc là, on a décidé cette année de les présenter comme des super-héros. Voilà, et après, chaque année, on essaie de être un peu, Une thématique un peu plus sympa dans la façon de les présenter. Donc en fait, là, les chercheurs, ils présentent juste le résultat, mais pas comment ils Grâce à moi, la première édition, par exemple, grâce à moi, j'ai des hydroliennes qui permettent de fabriquer beaucoup plus d'énergie que celle qui existe aujourd'hui. Et il dit pas pourquoi, et comment, surtout le comment. On n'a jamais le comment. C'est la difficulté, hein. Nous, chaque fois, on vérifie tout leur pitch. Alors, on leur fait une formation au pitch et on vérifie, on relit tous les pitchs pour être sûr qu'il n'y a rien de divulgué dedans. Et vous les avez vraiment bien formés parce que les chercheurs, ils ont vraiment peur de parler de leur idée devant tout le monde. Mais si on leur dit qu'il y a derrière de l'argent. On les cantonne avec un timing, ils peuvent parler pendant 3 minutes, c'est rapide et le discours est préparé. Oui, le discours est préparé, etc. Ils l'ont appris. Mais après, c'est un travail de longue haleine. Le nôtre, de sensibiliser à la non-divulgation, c'est un travail de longue haleine. Ça arrive encore qu'il y en a qui divulguent. On fait ça tout le temps et dès qu'on peut le dire, on le dit. Pardon, je vous entends. Mais pourquoi organiser ici pour le docteur de notre temps? Voilà, je pense que les universités sont là. C'est censé être organisé. Nous, c'est un concours qu'on n'a orienté que sur le segment de l'innovation. Oui, on n'est pas avec les doctorants. Ils ont protégé leur Non, ces gens qui ont surpris, ils ont un peu comme De quoi? les gens qui ont surpris notre part, c'est ça. Donc oui, c'est important que quand même bien les sensibiliser à ça parce que on a pas encore fait la déclaration d'innovation. On a évoqué ce matin, on est passé devant le comité de propriété intellectuelle, on est passé devant le comité d'investissement et on a eu le go des membres du comité d'investissement pour investir dans le projet, pour le développer, pour arriver d'un TRL 3 à un TRL 5. D'arriver de OK, je sais qu'il faut assembler telle et telle pièce pour réaliser le prototype, à je vais le mettre en œuvre et arriver à un prototype. Okay, c'est ça la phase de maturation. Donc, on est là. Passage CICA, on a validé l'investissement. Okay, donc, pour valider l'investissement, pour passer au CI et au CA, si le budget est supérieur à 120 000 €, on est alors sur ce que je vous disais hier, le cahier des charges de la maturation.
Donc dans ce cahier des charges, on va stipuler l'évaluation des coûts nécessaires à la réalisation du développement de cette technologie pour la faire passer d'une étape 1 à une étape 3. Okay, donc on évalue les coûts prévisionnels de propriété intellectuelle parce que peut-être au cours de ce développement, il va falloir investir un peu plus sur la propriété intellectuelle, élargir la zone de protection, etc. Donc ça, il faut le prévoir. Ensuite, on prévoit donc les coûts liés, comme je vous disais, au RH, recrutement d'ingénieurs si nécessaire, le coût d'achat de matières premières. Voilà. Donc, tout ça, on le stipule dans le cahier des charges. Et on met aussi dans le cahier des charges les objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, à quel niveau doit atteindre la technologie pour qu'on considère que la maturation est un succès? Qu'est-ce qu'elle doit remplir comme fonction? D'accord? Voilà, donc ça, on le stipule dans le cahier des charges. Ensuite, on met en place la LOI en validant le modèle économique de la SAT avec les copropriétaires non actionnaires et avec l'industriel qui aura été identifié. C'est-à-dire que la LOI, c'est ce qui va définir le cadre du futur contrat de licence. On va déjà se mettre d'accord sur des clauses et sur comment va être rémunéré le droit d'accès à la technologie, sur quel montant de redevance on va se mettre d'accord. Tout ça, on décide déjà de se mettre d'accord sur certains points pour qu'après la rédaction du contrat de licence soit très simple parce qu'on se sera déjà mis d'accord au préalable. Voilà. On régit le cadre. D'accord? Ensuite, donc, une fois qu'on a tout ça, on est passé en CICA, on a eu l'accord. Là, on va sécuriser l'investissement en maturation en rédigeant maintenant le contrat de maturation ou de co-maturation si un industriel est déjà identifié. Et donc là, on va rédiger aussi le règlement de copropriété, parce que comme on vous disait, un laboratoire peut avoir plusieurs tutelles, donc il peut y avoir plusieurs copropriétaires du brevet. Donc là, on va rédiger le règlement de copropriété, c'est-à-dire qu'on va dire en fonction des revenus, du retour sur investissement qu'il va y avoir, comment on va le répartir ce retour investissement. Qui prend 50%, si on prend 50, 20, 30, ou si c'est 50-50, voilà. C'est là on va décider comment on répartit les revenus et s'il y a cession de droit. Si l'université va décider à un moment donné de céder le brevet au futur industriel. Dans les faits, généralement, ils veulent garder la propriété du brevet. Hein. C'est très rare qu'il y ait cession de droit. Il y a cession de droit s'il y a une start-up qui est cédée. L'exemple qu'on vous donnait hier, la start-up elle a été cédée à un grand industriel mondial. Et là, il a fallu céder les droits parce que si on cède la start-up qui est basée sur le brevet, on doit céder le brevet. Okay, mais c'est des cas très particuliers. Voilà. Ensuite, donc, on rédige aussi le contrat de licence. On commence à bien aller un peu plus dans le détail de la rédaction du contrat de licence entre l'établissement et la SAT, parce que l'établissement nous concède une licence d'exploitation à nous, la SAT, parce que c'est elle qui est propriétaire du brevet, enfin, c'est lui qui est propriétaire du brevet, et nous, on concède une sous-licence d'exploitation à l'industriel. D'accord? Donc il faut qu'on rédige le contrat de licence avec l'université et qu'on rédige le contrat de sous-licence avec l'industriel. Okay. Et ensuite, ben voilà, on peut sécuriser la propriété intellectuelle au travers des différents contrats dont vous a parlé Stéphane tout à l'heure, les NDA, MTA, etc., pour pouvoir s'assurer que tout ce qui va être développé dans le cadre du projet de maturation soit bien protégé et reste bien à la propriété de l'université. Et ensuite, on va passer dans la phase sécurisation du transfert. On va rédiger et négocier ce qu'on appelle le term sheet, qui là vraiment va encore plus loin dans la définition détaillée du futur contrat de sous-licence et l'option de sous-licence. On rédige, on négocie effectivement toutes les clauses qui sont comprises dans ce contrat de sous-licence et on apporte notre support quant à la prise de participation dans la start-up si c'est une start-up. Ok. Voilà. Et puis on peut aussi aborder le sujet de la défense de l'API, la propriété intellectuelle aval. Une fois que le transfert aura été opéré, comme l'université reste propriétaire du brevet, il faut qu'elle continue à avoir une stratégie de protection
et surtout qu'elle continue de protéger la BI telle qu'elle l'a protégée avant que la sous-licence soit mise en place. Parce que sinon, si l'industriel prend la sous-licence et que d'un coup, il n'est plus protégé aux États-Unis ni quoi que ce soit, lui, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'il ait la licence, en tout cas dans des conditions telles qu'elles ont été négociées. Donc il faut maintenir cette propriété intellectuelle tout au long de la licence. Okay. Donc là, on va vous montrer un exemple de programme de comaturation. Donc généralement, on divise le programme de comaturation par des work packages. Donc là, le premier work package, par exemple, c'est qu'il va falloir, dans le cadre de cette comaturation, concevoir un prototype de réacteur modulable. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Là, c'est un exemple, c'était sur des réacteurs. Donc là, le premier objectif, c'est de concevoir un prototype. Okay. Le second, c'est de valider l'efficacité du dispositif en fonction des normes européennes. Tout ça, c'est décidé avec l'industriel. C'est issu de discussions, etc. Ensuite, il va falloir valider le dispositif en conditions reconstituées. Est-ce que si on reconstitue, comme on vous montrait tout à l'heure, les codigues, vous vous rappelez les poteaux dans la mer qui protègent les digues? Pour pouvoir vérifier que ça fonctionnait, ils ont reconstitué dans un bassin, avec une simulation de vagues, le prototype pour vérifier. Donc là, voilà, le Work Package 3, c'est de valider que le dispositif tel qu'il a été pensé fonctionne dans des conditions reconstituées. Okay. Ensuite, une fois qu'on a vérifié que dans des conditions reconstituées ça fonctionnait, on va aller vérifier sur le terrain, dans des conditions réelles. Donc ça fait partie aussi des objectifs de la maturation. On déterminera que la maturation est un succès si, pour tous ces work packages-là, on est ouvert. Si on n'est pas ouvert, il faut revoir. Si on a encore du temps et du budget, on revoit. Si on arrive à la fin de la maths et que ce n'est pas tout ouvert, c'est un échec. Ok? Et le Work Package 5, lui, court tout au long de l'atteinte des autres objectifs, c'est le management du projet. Ça, évidemment, en collaboration avec l'équipe projet et avec l'équipe projet SAT, il faut manager le projet, vérifier. Donc là, les chargés de transfert qui font partie de l'équipe de Stéphane doivent régulièrement vérifier que tout au long du projet de maturation, les actions mises en œuvre sont mises en œuvre pour atteindre ces objectifs-là et mises en œuvre dans le bon sens, quels sont les résultats, s'il n'y a pas de résultats, pourquoi, où on faut réorienter, parce qu'il faut profiter du budget et du temps qui nous est alloué pour pouvoir réussir. Donc s'il faut refaire des rectificatifs, il faut suivre le projet. Sinon, c'est pas à la fin, quand on relève les compteurs, qu'on pourra dire on peut rattraper. Non, il faut qu'il y ait un suivi au quotidien. Ok? Donc voilà, donc c'est vrai que le work package du management de projet, lui, il existe toujours. Lui, sur tous les projets de maturation, il existera. Après, les autres work packages, ils peuvent un peu évoluer en fonction de la nature du projet, mais le management du projet, il est essentiel. Hein? Pardon, et les charges pour la validation et les tests et tout, c'est tout le temps, c'est le seul qui sont en cours. C'est-à-dire le financement pour oui, bien sûr, oui. Mais alors justement, la slide prochaine, c'est alors c'est pas la non, c'est une autre, voilà, c'est celle-là. On le verra à la fin. Le budget estimé. Vous allez voir comment pour chaque étape, on estime le budget, le coût réel. Et c'est comme ça qu'on constitue en fait le budget prévisionnel global. On estime pour chacun des objectifs quel coût ça va représenter. Et c'est ça qui nous permet de définir le budget prévisionnel qu'on présente au comité d'investissement pour validation. Okay. Donc là, si on doit détailler le Work Package 1, on voyait ici, conception d'un prototype. Là, on va le détailler. Donc là, dans notre programme de maturation, on a ce type de tableau où on détaille. On détaille le contenu du Work Package, le input, qu'est-ce qu'il va falloir apporter pour atteindre l'objectif, qu'est-ce qu'on va en retirer, quel est l'output envisagé, et qui prend le lead sur l'action. Donc là, par exemple, le Work Package 1, la construction, donc le contenu, c'est construire un prototype de réacteur. Donc là, je ne vais pas tout vous lire, hein. On reste sur la construction d'un prototype de réacteur avec une explication détaillée de ce que ça représente. L'input, c'est qu'il faut avoir préalablement fixé avec l'industriel les résultats visés et les contraintes technico-économiques, c'est-à-dire le prix de revient, parce qu'il faut anticiper ça aussi, le prix de revient, parce que à l'industriel, quand on va essayer de lui vendre la technologie, il faut qu'on lui dise oui, mais nous on a estimé que le coût de revient c'est ça.
et le prix de vente actuel sur le marché, c'est celui-là. Donc vous voyez, potentiellement, ça peut vous rapporter tel chiffre d'affaires. Si on ne fait pas cette étude, comment on va le convaincre? On peut le convaincre de l'utilité de la technologie, mais on ne peut pas le convaincre de l'utilité que lui, il apprenne. Vous voyez? C'est important de le convaincre que pour lui, elle est importante d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue marché et commercial. Exactement. Donc on va déterminer le prix de revient acceptable, la gamme de débit, les paramètres physico-chimiques, bon là parce que on est dans un exemple de réacteur. Voilà, on va déterminer tout ce qui est important de mettre en œuvre, toutes les données mathématiques qui est important d'avoir en tête avant de lancer le programme de maturation. Et l'output, qu'est-ce qu'on cherche à avoir au travers de ces différentes actions? C'est d'avoir un prototype de réacteur qui est modulable, avec un coût de revient de temps, avec une dose UV théorique de temps, avec telle et telle caractéristique. Parce qu'on aura préalablement étudié tout ça. OK? Et le lead, ben là, on va dire que c'est le labo et le sous-traitant, parce que des fois on fait appel à la sous-traitance, parce que dans les labos, ben, ils ont des compétences, mais ils n'ont peut-être pas les outils, tous les outils et tout le process industriel pour mettre en œuvre la fabrication du prototype. Donc il faut aussi qu'on fasse appel à la sous-traitance. Et à ce moment-là, bon, ben là si c'est le sous-traitant qui prend le lead, il faut le spécifier. Voilà, donc pour chacune des grandes actions et pour chacun des grands objectifs, il est important de déterminer qu'est-ce qu'on a, enfin, quel est le contenu, de quoi nous avons besoin de réaliser, qu'est-ce que ça va générer et qui s'occupe de la tâche, qui prend le lead. Comme ça, si c'est le labo qui a le lead, on sait que s'il y a un problème, ben on va aller demander des explications au labo. Et puis, il vaut mieux qu'il y ait une personne par action qui ait le lead plutôt que toutes, parce que là, on ne sait plus qui. C'est important d'avoir un leader à chaque fois. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc vous voyez, on fait ça pour chacun des work packages. Et ensuite, là, ça nous permet de déterminer vraiment ce qui va se réaliser pendant la période de maturation et de savoir exactement aussi à quel moment il y a eu un problème, s'il y en a eu un. Et de savoir quelle est la nature du problème et comment le rectifier. Parce qu'on aura tout anticipé au départ. Okay? Voilà. Et ensuite, donc, pour pouvoir matérialiser le planning, le rétro-planning, il faut qu'on puisse mettre un diagramme de Gantt, vous avez certainement déjà dû le voir dans votre gestion de projet. On va déterminer combien de temps on va mettre pour réaliser chacun de nos packages. Et grâce à ça, on fait un rétro-planning. Et on sait que si on a besoin d'atteindre cet objectif, parce que l'industriel a une contrainte de planning, parce qu'il veut que le produit sorte à telle date, ça va nous permettre de savoir à quel moment on doit recommencer la maturation. Okay? Mais ça sert aussi en management de projet, de vérifier qu'attention, on ne prend pas trop de temps, parce que du temps c'est de l'argent, et qu'on a un budget qui a été voté, mais un planning aussi qui a été voté. Ça a été décidé, enfin ça a été validé en comité d'investissement. Donc si on s'est engagé là-dessus, il faut qu'au maximum on le tienne. Mais en général, la durée de maturation est en plus. Ça peut aller de 0 à 36 mois. Je ne peux pas vous donner une. Mais maximum, c'est 36 mois. Oui, parce qu'après c'est trop long. Ou alors il faudrait qu'il y ait une première maturation et on vote une deuxième maturation. Voilà. Mais après, ça veut dire que c'est des investissements lourds aussi. Donc pour que ça passe en comité d'investissement, il faut vraiment avoir beaucoup d'arguments et être certain du marché. Si on doit investir 700 000 euros, on va avoir bien préparé son dossier. Le work package sec, il intervient. Oui, le management du projet, lui, c'est tout le monde voilà. Oui. Bien sûr. Et le 3 et le 4, le 14e mois chevauche, pourquoi? C'est possible que ça chevauche. Même là, c'est un exemple. Hein. Mais il est même possible qu'il y ait des work packages qui le work package 2, par exemple, hein, dans un projet, il aurait pu commencer dès ici et finir à la fin. Hein, Si on n'a pas besoin d'une entrée de. Non, Ça délègue exactement. Ça va vraiment dépendre du projet. Voilà. Là, ce qui est important de montrer, au travers de cette scène, c'est qu'on avait déjà anticipé un planning et que ça nous permettait d'avoir des guidelines pour être sûr que notre programme de maturation, on le tient et d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue temporel. Donc là, par exemple, comment estimer un budget et qu'est-ce qu'on présente à ce comité d'investissement? Voilà. En face de chacun de nos packages, on va mettre une durée estimée pour atteindre l'objectif et on va mettre le coût total estimé. Et ce coût total, il va falloir le détailler. Parce qu'il y
évidemment, on va pas demander à un comité d'investissement de prendre une décision sur l'investissement d'argent public sans détailler le poste budgétaire à chaque fois. C'est de l'argent public, on ne fait pas n'importe quoi, il faut rendre des comptes. Donc c'est important qu'on puisse détailler pour chacune des étapes. Donc là, par exemple, si vous voyez, pour le Work Package 1, il y a un ingénieur qui va être recruté à hauteur de 31 KE sur la période de 16 mois. Enfin non, sur 6 mois là, en l'occurrence. Il va y avoir une sous-traitance. Donc on va avoir, pour le mois 1, on va avoir besoin de 5 KE pour de l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Et pour la phase d'usinage qui dure 4 mois, on va avoir 20 KE. Des consommables à hauteur de 10 KE et du temps SAT parce que nous, là, c'est le management de projet. Hein, on estime toujours à 15% à chaque fois. Ben voilà, ça représente 10 KE. Ok. Parce que nous, par ailleurs, on est rémunéré aussi hein, pour le travail qu'on fait tous les jours. Donc il faut aussi qu'on puisse m'habiter au projet parce que sinon, comment on se paye sinon hein. Par rapport au projet que vous avez, c'est pas en fait, on est payé, oui, on est payé. Vous avez dit ça qui ne dépend pas de. Non, nous, c'est pas variable en fonction des. Nous, on a un salaire fixe. Mais pour que la SAT puisse être autonome à un moment donné, il faut qu'elle génère du revenu. Et donc, il faut qu'on refacture, entre guillemets, au projet le temps off qui est alloué par la SAT. Voilà. Et donc, on arrive, en détaillant tout ça, on arrive à ce qu'on voyait en planning, un planning de 16 mois, et le budget qui avait été anticipé à 175 KE. Voilà. Donc là, en fait, quand on arrive au comité d'investissement, avec ce tableau, le détail du planning, le détail de chacun des work packages, ben, on explique au comité d'investissement de quelle façon on va dépenser l'argent qu'ils acceptent de nous donner. Et afin de préparer ce genre de plan détaillé, ça vous prend combien de temps? Ça prend à peu près 4 mois. Oui, parce qu'il y a une étude de la techno, hein, quand même, qui est faite par le chargé de transfert. Il y a beaucoup de rendez-vous qui sont réalisés avec l'équipe de recherche dans le laboratoire pour savoir comment atteindre les résultats qu'on s'est fixés, pour pouvoir estimer le temps que ça va prendre et les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre. Et tout ça, ça fait des allers-retours qui durent plusieurs mois. Hein. Ça se fait pas en une semaine, c'est certain. Si c'est fait en une semaine, c'est que c'est bâclé et ça passera jamais. Enfin, nous, on décide. On ne donnera jamais notre goût pour que ça passe en comité d'investissement. Par exemple, l'ingénieur, il va à l'étranger pour Comment? L'ingénieur, il va à l'étranger pour. C'est possible en fonction de la technologie. Là, c'est un exemple. Ce que je vais vous proposer peut-être maintenant, avant que l'on aborde d'autres sujets, c'est que je vous montre une présentation que nous présentons à notre comité d'investissement avec un projet de maturation en cours. Donc vous verrez, c'est un élément avec des trous. Hein. Je n'ai pas cité les équipes, j'ai occulté certains éléments. On est dans une start-up, on est avec un projet d'investissement. Donc pour des raisons de confidentialité, j'ai enlevé tout ça. Vous allez voir donc une présentation de ce qui peut être fait en termes de maturation. Alors là, nous sommes sur un projet totalement tourné sur la santé. Pour l'immunomodulation du cancer gastro-intestinal, donc notamment le cancer du pancréas. L'équipe, le laboratoire, tout ça j'ai vite fait. Alors voilà, donc nous ce que l'on fait quand on présente à notre comité d'investissement, on rappelle le contexte. On rappelle donc les cancers gastro-intestinal, ce qu'il représente en termes de mortalité, le pourcentage de patients et les quantités de cas qui sont détectés et dépistés à l'heure actuelle. Pardon. Ça, ce sont des données en termes de volume de patients, etc. Mais en fait, c'est aussi des données marché. Oui. Et ce travail-là a été fait préalablement par l'équipe de charge de marketing opérationnel qui, au moment de notre comité de propriété intellectuelle, nous avons envisagé qu'effectivement cette technologie, au regard du marché, au regard des données, apporte, était en tout cas avec l'innovation industrielle. Malheureusement, comme il y a autant de cas par an, ça représente autant de traitements possibles et donc de sources de revenus pour
comme on avait déjà fait le travail sur le brevet, on s'est appuyé donc sur la problématique et la solution. Rappelez-vous tout ce qu'on a fait sur notre identification de brevet. Problématique, peu ou pas de traitement, l'immunothérapie, désormais utilisée, une hypothèse correspondant à des sous-types de PDAC, exprimant des profils spécifiques d'immunomodulation. La solution, c'est l'identification de molécules particulières qui sont impliquées donc dans le mécanisme d'échappement et d'immunosuppression dans le PDAC. Et donc c'est une sélection d'immunomodulateurs et de validation selon leur efficacité dans un modèle PDX chez les souris immunologiquement immunisés. Ok, donc on est très santé, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif. C'est juste pour vous montrer le cas de bas de ce que nous avons. Le Gantt, dont vous parlez Alain, c'est celui-ci. On a donc démarré en novembre 2016. Nous, on fait un premier investissement de 500K plus appel de 314. On a un industriel avec nous, pour le coup, qui va nous accompagner jusqu'en novembre 2019. Et donc, on a une contribution de cet industriel tout au long. Sachant qu'en plus, nous avions une particularité, c'est que nous allons avoir des financements supplémentaires du cancérophore, qui est un institut chez nous, 300 000, plus 887 ici, plus après d'autres phases de financement. Vous voyez, donc c'est progressif, et en faisant ça, on a une visibilité sur l'investissement. Si je cumule, on va avoir une somme importante, mais l'objectif, c'est pas de mettre 1 million, 2 millions sur un projet, mais être en capacité de jalonner l'investissement que nous faisons. Et c'est pour ça que le Gantt, là, il nous montre aussi qu'effectivement, la SAP n'est pas la seule à prendre le risque dans ce projet. Il y a l'industriel qui investit, et il y a le cancérophore qui investit aussi. Il investit à peine. Souvent dans les programmes de santé, il y a plusieurs investisseurs parce que ce sont des investissements colossaux. C'est énorme avec les essais cliniques, etc. On ne pourrait pas porter la charge tout seul et on n'a pas la compétence. Surtout sur le segment de la santé, on voilà. peut faire ça genre de services industriels et de grands fonds médicaux. Voilà, donc là l'avantage c'est qu'on divise le risque et en plus en jalonnant le Gantt au travers de go-no-go, comme vous voyez les étoiles. Et bien, si on arrive à la première étoile en novembre 2017 et qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé à ce date-là, toutes les sommes derrière ne seront pas investies. Donc c'est important dans un projet comme ça où il y a beaucoup d'investissements de mettre des go-no-go, et ça sera important, on en parlera demain dans les startups, mais c'est quelque chose que je veux faire évoluer parce que ça n'existe pas aujourd'hui et je pense que c'est nécessaire. Donc vous voyez, nous aussi on est perfectible et nous aussi on avance, on apprend en avançant. Comme dans les projets de startup, c'est important de mettre en place des go-no-go parce que si on ne contraint pas, entre guillemets, le porteur de la start-up à aller chercher du financement ou à aller chercher des clients, ou on ne l'incite pas à le faire, il ne le fera pas, et donc la société ne se développera jamais, et le risque ne sera jamais rentabilisé. Donc c'est important de mettre des go-no-go, quel que soit le type de projet, pour pouvoir sécuriser chacune des étapes et passer à l'autre que si une est validée. Au moins on est sûr qu'on aura investi, mais à moindre coût, le moins possible. Mais l'industriel, il va investir après l'étape de maturation, bien sûr. Alors, ben là, dans ce cas, dans ce projet-là, oui. Mais il peut intervenir avant, parce que ça dépend du plan, de comment on l'a négocié avec l'industriel et comment on s'est mis d'accord. Il n'y a pas de recette. Ce qu'il faut savoir aussi dans la valorisation de la technologie et de l'innovation, c'est que vous n'appliquerez jamais la même recette. Jamais. Ça dépend des recettes. Vous pouvez prendre un modèle que vous avez fait dans un contexte avec un projet, avec un industriel, et le dupliquer à un autre projet, c'est impossible. Il y a toujours un truc qui change. C'est impossible. C'est la difficulté aussi. Le côté sympa de notre métier, c'est que c'est jamais la même chose. C'est bon, ça, c'est pas la peine qu'il y aura des ça. Si c'est le même modèle. Oui, exactement, en plus. Donc là, c'est sympa parce qu'on réfléchit, donc tous les jours on a l'impression d'être un peu plus intelligent. Sur le rapport du contexte, donc on précise la technologie, on présente le principe de validation, je ne vais pas ressentir là-dessus, on est sur un segment bien particulier. Ensuite, ce que l'on fait, on présente le partenaire industriel. Le partenaire industriel, en espèce, c'était une start-up créée en 2015. On présente le CDO, le CHO, le CEO. On présente le concours scientifique, donc vous voyez, on est avec des personnes qui ont des profils très intéressants, j'ai juste laissé les profils. Et on précise bien en fait des éléments du plan de stratégie de cette start-up à nos côtés. De la même façon, ensuite, on évalue le retour financier envisagé, puisqu'on est une structure qui va faire du chiffre d'affaires, qui va faire du business. Donc ces éléments-là nous permettent d'envisager, au regard du marché sur la lutte contre le cancer du pancréas,
estimé à 6 milliards. Sur 14 ans d'exploitation, on évalue avec des redevances indirectes de l'ordre de 15% qui peuvent, pour nous, représenter 6 millions de redevances, avec des remboursements de maturation dans les 2 ans, au regard du programme que l'on avait, et plus des milestones de développement au regard de certains éléments que l'on a fixés dans le cadre contractuel avec la France. De la même façon, là, on revient sur le plan global de notre maturation, 4 ans. Alors, je crois qu'on va pas très bien loin. Donc, vous voyez différentes étapes, vous voyez à nouveau en vert où est-ce que nous intervenons dans les entreprises. La SAT, c'est l'investissement en bleu, et en jaune, c'est notre partenaire d'appui à la science qui est le cancérologue. Les étoiles, c'est quoi? Les étoiles, non. Là, pour le coup, Anna, c'était pas les gonos. Là, c'était juste pour cacher les yeux. Ah, alors on a choisi ça notre truc. Donc, c'est juste pour cacher ça. Vous voyez l'importance de la communication. Je leur dis toujours, leur présentation, parce que jamais dans le cadre que je Les communicants sont là, je suis très vous allez mettre au bûcher. Là, pour vous dire, je suis très mécontente. Les Ils n'ont pas respecté la trame que je leur ai donnée. Mais en plus de ça, dans la légende, vous avez mis étoile, gono. Vous l'avez dit. On a caché les sommes dans la précipitation, on a pris le premier mot qu'on avait. Là ensuite, nous sommes donc sur un élément important, on évalue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du projet. Je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, c'est un élément qui est important à faire tourner, parce qu'on doit aussi mesurer le risque que nous prenons, mais dans sa globalité. Donc ça peut être des menaces technologiques sur la réalisation scientifique, ça peut être des menaces sur le marché, ça peut être des menaces sur la concurrence, ça peut être un risque sur l'investissement, ça peut être tout élément aussi d'ordre humain, sur une équipe de chercheurs qui est instable ou pas. Donc ce sont des éléments qui sont pour nous très importants. La matrice SWOT, c'est une matrice. C'est connu ça. C'est intéressant parce que tout le monde la connaît et tout le monde comprend tout de suite ce que ça représente. Ensuite, on fait un point donc, de rappel sur la propriété intellectuelle, tout ce qui a été vu hier et ce matin. C'est important, on rassure aussi notre comité d'investissement en montrant bien voilà, la situation des droits de vie existants, la stratégie de protection de la technologie et enfin les relations entre l'API et le projet de comaturation que nous avons monté pour bien montrer une stratégie de valorisation globale. L'intérêt de vous présenter ça, c'est pas de rentrer dans le détail, on est bien d'accord, c'est de vous montrer que c'est une stratégie que l'on construit progressivement. Dès l'établissement de l'API, dès qu'on est à la situation des droits existants, on construit notre stratégie. On sait où on va aller. On voit déjà comment on va développer la technologie. Et même on va plus loin, puisque là, sur ce type de projet, j'ai envie de le prendre, pour vous montrer qu'on est désireux de s'allouer déjà l'accompagnement d'un industriel qui va nous racheter des éléments sur cette pays. En tout cas, l'exploitation. Pour nous, ça nous dérisque les éléments. Ça permet aussi à l'industriel de se sentir plus à l'aise. Il sait qu'il peut se retirer s'il y a un problème scientifique. Il se retire, il n'y a pas de problème. On a les phases de gouvernement. En fait, ce travail-là de présentation où on précise la technologie, le marché, la pays, la stratégie globale, la maturation, etc. Ce travail-là, il est nécessaire pour nous convaincre à nous d'investir. Mais si on réussit à nous convaincre à nous, on réussira à convaincre le comité d'investissement, mais aussi le futur client qui est l'industriel. Donc ce travail, c'est un travail énorme, ça représente plusieurs mois de travail, mais c'est un travail qui va être nécessaire pour accélérer le transfert d'ADN. Donc il est très important à mettre en œuvre. Pardon, là, à cette étape, le projet n'est pas encore, il n'est pas mature. Mais le souci, c'est que l'industriel, il a déjà investi dès le départ. Non, il s'engage. Il s'engage. Mais il y a un coût. Il a fait un premier investissement et son bonobo est fixé en fonction de l'élément scientifique. Et il peut se retirer à n'importe quel moment. Mais si le bonobo n'est pas atteint, et sans le contractualisation. Tout à fait. Tout est fixé dans nos contrats. Vous voyez, le cheminement de la formation qu'on nous a proposé, c'est pour vous donner tous ces éléments-là d'appropriation. Si effectivement cette maturation, on n'a pas la base sur la pays, si effectivement on n'a pas la base contractuelle avec l'industriel, ça part dans tous les sens. Donc là, cet industriel, notamment, on avait verrouillé avec lui un contrat pour nous assurer de la durée, de l'opportunité, des résultats attendus, et tout ça est formalisé dans les nouveaux documents que l'on commande. C'est pas un document de présentation, c'est pas la trame juridique de notre maturation. Parce que derrière tout ça, ce que l'on fait, on établit un contrat de maturation avec nos actionnaires, avec l'industriel et avec nous.
tous ces éléments-là qui ne sont qu'un support visuel de présentation lors de prise de parole à l'oral, tout est formalisé sur des contrats. Cette maturation est inscrite dans un contrat de maturation, signé par l'ensemble des partenaires. Typiquement, là, on avait un quatrième partenaire qui était l'Institut qui nous finançait aussi, qui était financé en Pôle. Et l'industriel, est-ce que c'est le SAC qui l'a choisi ou bien c'est lui qui est venu à vous pour... Là, sur cette situation, c'était nous qui sommes allés le chercher, mais ça, c'est variable. C'est en fonction des technos, c'est variable. Je continue, donc on revient, là, on avait fait à nouveau un point de situation sur le marché. Vous voyez, c'est aussi pour rassurer nos investisseurs. Le marché, c'est ça, voilà ce que nous allons faire. Et enfin, juste pour conclure, toujours pour rassurer les investisseurs, là, ce graphique un peu illisible, ce n'est pas expert en écologie, c'était pour montrer les résultats de celui qui a 3 sur le cancer intestinal, ce que ça représentait en termes de potentialité de résultats. Et de la même façon, on s'appuie sur une bibliographie très grosse à travers le monde qui nous permet d'avoir une visibilité globale. Voilà donc typiquement les présentations orales que nous faisons pour notre comité d'investissement, qui est l'acte 2 de nos sélections. CPI pour comité de propriété intellectuelle, CI et ensuite CA. Et tout cela, j'insiste, ça c'est qu'une présentation. Tout est formalisé dans des contrats. Non. Voilà.